Bonjour à vous et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, une condensée un petit peu spéciale puisque je vous rappelle, il s'est passé beaucoup de choses du côté des services Facebook. Mais ne vous inquiétez pas, on vous parle aussi de tout le reste. C'est déjà parti. Que s'est-il passé hier soir durant 6 heures où tous les services Facebook, c'est-à-dire Facebook, le réseau lui-même, mais aussi WhatsApp, Messenger et Instagram, sont littéralement tombés en quelques secondes. Tout le monde s'est un peu gratté la tête, tout le monde a hurlé et couru un peu partout. Mais en tout cas, c'était assez dingue. On a essayé de suivre nous-mêmes toute la nuit ce qui s'est passé avec beaucoup d'updates de la part de Marco Mosca, notre rédacteur en chef. Mais nous avons eu en tout cas des excuses de Mark Zuckerberg qui sont arrivées sur Facebook. Mais tout le monde n'a pas eu le luxe, comme Mark Zuckerberg, de publier des excuses sur Facebook, puisque Facebook eux-mêmes ont dû publier leurs excuses et leurs premières explications sur Twitter, puisque littéralement, Facebook n'était plus accessible, tout comme les autres services. Un sacré coup. Du coup, on a eu une petite panique hier avec littéralement donc, les sites qui tombaient, mais également, eh bien, vous allez voir donc beaucoup d'argent puisque le cours s'écroulait de la même manière et de manière plus étonnante, littéralement aussi, eh bien, des employés Facebook qui ne pouvaient plus accéder aux locaux ou aux salles de réunion puisque eh bien, tout leur badge, tout ce qui était basé sur les systèmes et les serveurs de Facebook était littéralement tombé en quelques instants. Nous avons eu du coup assez rapidement la piste d'un problème de DNS et ensuite un problème de BGP. C'est Brian Krebs qui a fait le suivi et je vous conseille d'aller voir tous ces threads Twitter d'hier. Je vous rappelle que c'est un grand spécialiste de la sécurité informatique. Nous avons eu également une update un peu plus complète de la part de l'équipe de secours de Facebook qui est arrivée mais qui n'a pas donné beaucoup de détails. Et c'est finalement sur le blog de Cloudflare. Je vous rappelle que Cloudflare est un CDN, un content provider, si vous voulez, énorme, qui eux-mêmes ont eu leurs problèmes de panne, qui nous a expliqué ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe en général. Je vais vous la faire la plus rapidement possible, parce que je vous rappelle, c'est la condensée. Nous avons quelques secondes. Déjà, je vous montre ce petit schéma très sexy, vraiment quelle belle image. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un problème de BGP du côté de Facebook. Qu'est-ce que le BGP? Pour la faire assez rapidement, Internet, pour vous retrouver sur Internet et pour aller d'un point A à un point B sur Internet, vous avez d'un côté l'adresse, qui sont les DNS, c'est l'adresse pour vous dire là vous vous situez sur Internet, et puis après vous avez un peu la cartographie qui est le BGP qui vous dit comment vous rendre un petit peu d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'une adresse DNS à une autre. Et ceci en passant par troisième acronyme rapidement, l'AS qui sont les Autonomous Systems. Ce sont des organisations qui ont leur propre liste d'IP publique. Voilà. Et donc notamment des fournisseurs d'accès ou des énormes services ont leur propre liste. Globalement, dites-vous bien que ça c'est la carte d'Internet, que vous avez différentes villes ou différents pays qui sont des autonomous systems, donc des AS, que ces derniers ont plein d'adresses, de DNS, et que pour se rendre d'ici par exemple à ici, eh bien le BGP va vous permettre de calculer d'une certaine manière votre itinéraire le plus rapide ou le plus rentable pour aller d'un point A à un point B. Nous avons un problème notamment sur un routeur de BGP de Facebook qui n'a plus du tout pointé vers les DNS de Facebook et on a eu une cascade en fait d'incidents qui ont fait que tous les liens entre ces deux protocoles sont un peu tombés pour dire les choses un peu rapidement, qui fait qu'en fait les services Facebook ont littéralement disparu d'Internet et n'étaient plus joignables du tout. Voilà qui explique un peu la panne, une panne on va dire ballot, parce que c'est juste sur la mise à jour d'un des routeurs BGP que tout s'est un peu emballé, mais qui explique aussi la fragilité d'Internet, et je vais vous le montrer dans quelques secondes, l'importance de Facebook qu'a à travers le monde. Juste avant, on balait aussi une théorie qui a été une théorie du piratage, qui a un peu fait long feu hier. Est-ce que des pirates avaient saboté les serveurs et les data centers Facebook pour s'emparer de 1,5 milliard de comptes et faire le scrapping, le plus grand scrapping de l'histoire des hackers? Ce n'est pas le cas normalement, puisque ça a été démantelé assez rapidement ici, et les comptes qui ont tenté de revendre un petit peu ces données étaient des comptes de scam, confirmés par nos confrères évidemment de Numérama, confirmés également par les confrères de chez Vice.com qui ont montré ces fameux posts qui étaient des faux posts. Attention, enfin j'ai envie de dire attention, est-ce que je m'adresse à des pirates de haut vol qui voudraient racheter une base de données de 1,5 milliard de comptes? Peut-être pas, mais en tout cas ce n'est pas le cas. Ce qui a été aussi important, c'est de se rendre compte à quel point Facebook était important dans le monde. Quand je parle de Facebook, je vous parle de la société mère qui détient
tous ces services, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus et autres, puisque eh bien, WhatsApp notamment est utilisé par 2 milliards de personnes dans le monde. C'est littéralement le deuxième plus gros réseau social au monde, si on peut appeler ça un réseau social, mais il est notamment utilisé par plein de pays de l'hémisphère sud et des pays en voie de développement pour se connecter, mais aussi pour gérer ses paiements de la manière que WeChat opère notamment en Chine, est devenu indispensable en Chine, une sorte d'OS dans l'OS, une sorte d'internet dans l'internet. Ça c'est très important. Encore une fois, c'est que Google est une compagnie globale et qui peut mettre à mal beaucoup de personnes. Si pour vous c'était le soir et donc ça vous a embêté pour aller sur Instagram et glander chez vous, pour beaucoup de personnes c'était en plein jour, notamment beaucoup de commerce, c'était très très compliqué. Donc ne sous-estimez pas ce qui s'est passé côté Facebook pour notamment l'hémisphère sud. Et puis, comme le dit très bien Gavin Young, surtout qui m'a beaucoup fait rigoler, faites attention aussi aux personnes qui sont restées bloquées dans leur casque Oculus, puisque selon la théorie bien connue, lorsque vous mourrez dans la VR, vous mourrez dans la vraie vie. Plus sérieusement, ça revient encore une fois à remettre en question aussi Facebook et le possible démantèlement de Facebook, puisque pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de territoires, beaucoup de pays, Facebook c'est l'Internet, de la même manière que pour toute une génération d'internautes en France, en Europe, Google à un moment a été la page d'entrée d'Internet, voire Internet. Bref, c'était assez énorme et ça remet en perspective l'importance de Google dans la vie de milliards de personnes et pas juste pour échanger des photos de vacances ou des théories complotistes. Non, il se passe beaucoup d'autres choses. En tout cas, ça a eu des conséquences aussi énormes puisque le site Is It Down Right Now, qui est le site qui vous donne normalement des updates sur les sites et les services qui sont down ou pas, lui-même est tombé littéralement face aux demandes pour savoir quand est-ce que Instagram.com ou Facebook.com allait revenir. Nous avons également vu Signal qui n'a jamais reçu autant de nouveaux membres qui se sont inscrits là-dessus pendant la panne évidemment de WhatsApp. Beaucoup de services en ont profité, de Telegram aussi. Et nous avons également vu le meilleur thread de la soirée d'hier parce que Twitter s'est retrouvé avec tout le monde. Hello literally everyone, et ça a été littéralement tous les services, dont les services de Facebook qui sont venus discuter avec Twitter dans un thread qui est déjà l'Avengers des community managers de réseaux sociaux un petit peu. Voilà en tout cas pour la panne Facebook, expliquer le plus rapidement possible et aussi à vous d'aller faire vos recherches sur comment fonctionne Internet et comment la cartographie d'Internet se fait grâce au DNS et au BGP. Maintenant que tout le monde a repris son souffle et connaît par cœur les notions de BGP et de DNS, passons au reste de l'actu. On commence avec l'Apple Watch Série 7, qui je vous le rappelle a été annoncé en septembre. Eh bien, les précommandes sont lancées pour ce vendredi, livraison pour le vendredi d'après, donc le 15 octobre, pour un prix qu'on ne connaît toujours pas exactement en France. Le prix américain, lui, a été globalement maintenu. Je vous rappelle que c'est une montre qui n'offre globalement qu'un écran plus grand et plus résistant avec une charge un peu plus rapide. Pour le reste, on est sur de l'Apple Watch série 6. Je vous rappelle aussi que beaucoup de gens pensaient que l'Apple Watch série 7 ressemblerait à ceci, c'est-à-dire une montre avec les fameux bords plats qui viendraient un petit peu s'harmoniser avec le design actuel des iPad Pro et des iPhones. Que nenni, nous avons eu un bord rond, mais ce bord plat n'était peut-être pas juste en fait une fake rumeur. Le blogueur John Gruber, bien connu du milieu d'Apple, a une théorie, c'est que ce serait le design de la nouvelle Apple Watch SE, donc l'Apple Watch budget. C'est vrai que beaucoup de gens s'étaient dit que ce nouveau design faisait un peu moins premium que le design actuel. Je vous rappelle, très arrondi de cette montre carrée par rapport à un design carré d'une montre ronde. Que je suis clair. Mais globalement, pour John Gruber, la théorie, c'est que ce serait le design de l'Apple Watch SE qui, je vous rappelle, actuellement a un design, le design de l'Apple Watch actuel et donc ne se différencie peut-être pas assez d'une Apple Watch dite premium. On verra en tout cas s'il a raison dans quelques semaines. En attendant, évidemment, on va essayer de récupérer des Apple Watch le plus vite possible pour vous faire les tests le plus vite possible. Passons maintenant aux OS, grosse journée d'OS puisque Android 12 et Windows 11 sont disponibles. Alors attention, chacun à leur manière. Pour Windows 11, évidemment, il est disponible, tout simplement. Vous pouvez faire aussi la mise à jour gratuite depuis Windows 10. Nous vous rappelons un peu toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctionnalités et toutes les nouvelles limitations et contraintes de Windows 11, notamment dans cet article très complet de Guillaume et de Raphaël. Nous avons également des sites américains qui ont fait des premiers tests et globalement, c'est plutôt positif
bof, on va dire. Ars Technica reproche à Windows 11 d'avoir le même problème que Windows Vista, c'est-à-dire des contraintes matérielles un peu limitantes et qui vont frustrer beaucoup de personnes. Du côté de chez XDA Developer, globalement, le bilan est plutôt positif et pour eux, l'update, vous pouvez la faire assez tranquillement, les yeux fermés. Et du côté de The Verge, globalement, on a un coup de pinceau, mais un coup de pinceau qui ne change pas fondamentalement Windows 10 et les manquements de Windows 10, notamment sur l'UI, qui a un côté fini vraiment avec des bouts de bougie, et globalement aussi le fait qu'il manque des fonctionnalités phares, avec notamment les applications Android compatibles via un équivalent de store Amazon. En parlant justement d'Android, on continue dans les mises à jour du coup, et Android 12 est disponible, mais pas vraiment disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google a mis à disposition Android sur l'AOSP, l'Android Open Source Project. Vous pouvez le récupérer là, officiellement, version définitive, pas de souci. Mais Android 12 n'est pour l'instant pas disponible dans des téléphones Android. Il va falloir attendre un petit peu, et même pour les Google Pixel, donc les téléphones de Google eux-mêmes. On a en tout cas peut-être une date pour ces Google Pixel, puisque nous avons eu des nouvelles fuites autour des Google Pixel, que je ne vous montre pas parce qu'elles ne sont pas très intéressantes, mais qui nous donneraient peut-être une date d'annonce le 19 octobre pour ces téléphones, enfin, et surtout une disponibilité le 28 octobre, c'est-à-dire à la fin de l'Android Dev Summit qui vient d'être annoncé et qui aura lieu le 27 et le 28 octobre. Donc on aurait le timing final pour ces téléphones, les Pixel 6, qu'on n'en peut plus d'attendre. Annonce le 19 octobre, disponibilité fin octobre. En attendant, si vous êtes aventurier et si votre téléphone est compatible, allez checker le site de votre constructeur et voir si vous pouvez télécharger Android 12. En attendant, on a un premier test qui est arrivé sur les confrères de The Verge. Ils sont assez mitigés sur cet OS qu'ils trouvent globalement plus joli, mais qui en termes de fonctionnalité n'apporte pas grand chose de nouveau. Donc ils attendent plus, et notamment on verra si Android 12.1, qui je vous rappelle prendra en compte les écrans pliants, apportera plus de nouveautés que cet Android qui est joli mais qui ne change pas grand chose pour l'instant selon The Verge. Après les OS, passons au matériel et notamment les smartphones, avec un smartphone sous Android. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, je vous rappelle, qui ont été annoncés au mois d'août, disponibles depuis à peu près un mois. Sont-ils des cartons? C'est très possible, puisque le Korea Herald rapporte que 920 000 téléphones pliants Samsung de 3e génération ont été précommandés rien qu'en Corée du Sud. Donc on ne parle que de précommande et que de Corée du Sud, et donc quasiment 1 million d'unités. On a très hâte de voir. En France, les sites de précommande étaient aussi extrêmement positifs. On se demande si les téléphones pliants du coup vont passer de leur statut de niche à statut de téléphone réel. Je vous rappelle que pour un ordre de grandeur, là on parle de 1 million de précommandes en Corée du Sud, Google vend environ 7 millions de Google Pixel par an, et que Samsung vend dans les bonnes années jusqu'à 70 millions de Galaxy S, et qu'Apple vend dans les bonnes années jusqu'à 210 millions d'iPhone. On passe maintenant du côté d'Apple avec deux tests intéressants. Le premier vient de chez nos confrères d'Anantech, les références notamment pour les tests de processeurs. Ils ont passé au crible le nouveau SoC d'Apple, l'A15 Bionic, et ils sont impressionnés. C'est beaucoup plus qu'une amélioration incrémentale du A14, puisque ce sont littéralement des nouveaux corps et une nouvelle structure qui sont mises en place ici par Apple et qui offriraient entre 23 et 28% de performance absolue supplémentaire, le tout avec une consommation qui est réduite par rapport au A14. C'est absolument gigantesque, et ça nous fait comprendre pourquoi les iPhone 13 et 13 Pro notamment ont gagné en autonomie. Ce n'est pas que l'écran OLTP pour les 13 Pro ou les batteries un peu plus grandes, c'est aussi ce SoC qui fait littéralement des miracles et qui pour Anantech continue de dominer toute la concurrence de la tête et des épaules. On reste chez Apple avec une autre plutôt bonne nouvelle, puisque Kevin a repéré un article de Inc qui comprend un peu mieux l'optimisation de l'écran OLTP des iPhone 13 Pro. Je vous rappelle que OLTP chez iPhone, on appelle ça ProMotion, et on passe de 10 à 100 Hz en temps réel. Et bien jusqu'alors, la plupart des téléphones avaient une implémentation de ce taux de rafraîchissement via les applications. Vous étiez en train de scroller, vous étiez à 100 Hz, vous étiez dans certains jeux vidéo en 60 ou en 120 Hz, vous étiez en train de regarder un film en 24 ou en 48 Hz,
pour regarder une image en 10 Hz, etc. Et bien sur les iPhones, il y a aussi la notion de geste qui est prise en compte et qui va vous permettre, eh bien, selon vos gestes, de passer de 10 à 120 Hz. Et il y a eu des tests notamment sur Twitter qui, lorsque le site était fixe, passait en 10 Hz, et lorsque vous accélérez, passait en 70 Hz, et lorsque vous défilez encore plus vite, montez à 90 ou à 120 Hz. Une découverte très intéressante qui montre encore une fois l'optimisation toujours plus intelligente et présente de ces taux de rafraîchissement qui permettent d'avoir une illusion de fluidité de tous les instants, le tout en économisant toujours plus d'énergie. Bien joué Apple là-dessus. Continuons maintenant avec de la politique et de la sécurité. Joe Biden, le président des États-Unis, demande à créer une coalition de pas moins de 30 pays appartenant à l'OTAN et ou au G7 pour combattre cette fameuse cybercriminalité, les rançongiciels notamment qui font des massacres depuis le début de l'année. Beaucoup d'argent, beaucoup de services bloqués. Et Joe Biden qui avait annoncé dès le début de son mandat que les rançongiciels et la cybercriminalité globalement seraient traités avec le même niveau de priorité que le terrorisme. On verra en tout cas s'il existe un effort d'ampleur mondiale et avec une vraie collaboration qui pourrait être mise en place, sachant que notamment la Russie et la Chine ne rentreront pas du tout dans ce petit club des cool kids. Passons maintenant à l'autre président des États-Unis, l'ex-Donald Trump, avec deux news, une plutôt drôle et l'autre beaucoup moins. La première, donc, Donald Trump, je vous rappelle, avait été booté hors de Twitter suite aux attaques du Capitole du 6 janvier. Le président américain avait annoncé qu'il lançait son propre réseau social, on l'a vu. C'était un blog, ça n'a pas marché, il l'a arrêté. Les autres réseaux sociaux qui voulaient l'accueillir, c'est-à-dire Getter, Parler et Gab, n'arrivent pas en tout cas à l'accueillir, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, je ne sais pas. Mais en attendant, Donald Trump, vous le savez, c'est la fameuse vous quittez votre ex en disant c'est pas toi, c'est moi, et puis après vous revenez en disant au fait, qu'est-ce que tu deviens en ce moment? Le qu'est-ce que tu deviens chez Donald Trump, c'est une plainte qui a été déposée devant le tribunal de Floride pour récupérer son compte Twitter. Évidemment, se plaint d'être censuré de manière ciblée, et évidemment, vous imaginez bien que, spoiler, cette plainte n'ira, j'imagine, pas très loin, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui légalement obligera Twitter à remettre Donald Trump, en tout cas, sur son réseau. On va rester maintenant avec Donald Trump et une histoire beaucoup plus glauque et plus triste qui implique notamment son gouvernement, la CIA et 4 autres agences de services secrets, et tout tourne autour de Julian Assange, le fondateur et un peu le poster boy de Wikileaks. Je vous rappelle cette plateforme de lanceurs d'alerte qui publie des documents qui sont censés être confidentiels. Il y a quelques mois, Wikileaks avait notamment fuité une énorme quantité de données de la CIA. Cette fuite que l'on a appelée le Vault 7 a été considérée comme la CIA comme la plus grande fuite de données de son histoire. Ça s'est très très mal passé, ça a été très mal vécu par l'administration en place alors, celle de Donald Trump, et notamment Mike Pompeo, qui était le boss de la CIA à l'époque, a commencé à mettre en place des projets pour stopper un peu de ça et pour entrer littéralement en guerre contre Wikileaks, déclarant que Wikileaks devenait en fait pas juste un média, mais une agence ennemie de l'État. Que s'est-il passé? Dans quelle situation s'est-on retrouvé? Il y a eu des discussions assez houleuses en interne autour de ces projets, et avec notamment certains des plus radicaux qui voulaient kidnapper, voire assassiner Julian Assange. On parle des documents officiels. Et surtout, on a failli avoir droit à une scène surréaliste autour de l'ambassade équatorienne de Londres, puisque c'est là que Julian Assange est réfugié depuis plusieurs années pour échapper à une demande d'extradition aux États-Unis. Et on a appris, il y avait une rumeur que notamment l'Équateur allait tenter de donner à Julian Assange un statut diplomatique pour l'aider à fuir vers la Russie. Que s'est-il passé? L'Équateur préparait peut-être cela. La Russie avait envoyé ses petits Deliveroo secrets pour se poster et peut-être faire sortir Julian Assange via un chariot à linge sale pour l'envoyer vers un aéroport et le faire voler vers Moscou. Et de leur côté, les États-Unis, avec leurs alliés anglais, voulaient empêcher cela. Et en tout cas, dans les projets d'opération pour empêcher justement cette fuite de Julian Assange, il y avait la possibilité d'engager littéralement un gunfight, donc une fusillade aux alentours de l'ambassade équatorienne, une fusillade qui aurait été gérée par les alliés anglais et pas par les États-Unis eux-mêmes pour éviter un plus gros encore incident diplomatique. Une possibilité aussi d'avoir une voiture qui serait venue emboutir la voiture russe qui devait faire fuir Julian Assange, tirer dans les pneus de l'avion pour l'empêcher de décoller. Et en tout cas, beaucoup de projets très violents. On s'est retrouvé, selon certaines sources de l'administration Trump, mais aussi certaines sources équatoriennes, sur une situation
surréaliste, digne d'un roman d'espionnage ou d'un Tom Clancy, avec autour de l'ambassade, et bien écoutez, apparemment des dizaines d'agents secrets, d'espions, des agences du Kremlin, de Washington, de Londres et de l'Équateur, qui se regardaient tous dans le blanc des yeux et qui étaient à la fois des voitures garées, des éboueurs et autres personnes déguisées pour savoir si à un moment ça allait se barrer en vrille. Spoiler, ça ne s'est pas barré en vrille, mais en tout cas, cette sortie de documents confidentiels est aussi passionnante que inquiétante. Terminons enfin avec une news qui sera un peu plus rigolote, puisque nous apprenons que William Shatner, l'acteur éternel du Capitaine Kirk dans Star Trek, eh bien, à force d'explorer pour de faux l'infinité de l'espace, il va partir pour de vrai à la frontière de l'espace. C'est déjà pas mal, puisque William Shatner a été invité par Blue Origin, je vous rappelle, l'entreprise de Jeff Bezos, eh bien, à prendre le prochain ticket, le prochain siège pour partir à la frontière de l'espace. Donc je vous rappelle, à peu près 120-130 km d'altitude. Un rêve devenu réalité, évidemment, pour cet acteur, qui sera par là même le plus vieil homme à partir dans l'espace. Le record était détenu par justement Wally Funk, qui était la femme qui avait pris part au premier vol Blue Origin. Eh bien, lui va monter ce record de 2 ans puisqu'il est âgé de 90 ans. On espère que tout se passera bien pour ce cher William et qu'il nous fera des belles photos de là-haut. C'est la fin en tout cas de ces actus un peu chargées aujourd'hui, un peu spéciales, Facebook oblige. Évidemment sur le site on continue à vous publier plein de choses après nos tests et nos prises en main. Nous avons évidemment toutes les sorties du mois en SVOD par Bastien, c'est sa chronique hebdomadaire, avec ce coup-ci l'intégrale des James Bond, le retour de The Office et autres specials pour Halloween. Nous avons également une très bonne interview de la part de Patrick Randall sur comment la gendarmerie française va s'organiser autour de la cybercriminalité, avec une interview du général Eric Fassonnet qui est devenu commandant en second de la gendarmerie dans le cyberspace et qui va gérer les nouvelles missions sur les enjeux du ComCyberGend. Tout un programme et une lecture que je vous conseille évidemment. Voilà pour la fin de cette quotidienne condensée. On se retrouve évidemment en fin de journée pour un nouvel épisode et demain en live pour toute l'actualité. Je vous rappelle que l'intégralité et les adresses se trouvent en description en bas. Mettez vos petits pouces bleus et merci encore pour votre soutien. Ciao les BG.